Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons les sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Picci, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors durant les prochaines semaines, je vais aborder le sujet du rapport aux autres, le rapport humain. Animaux sociaux que nous sommes, le rapport en fait est une nécessité. On ne peut pas vivre sans rapport, sans lien, sans connexion, ou bien on peut, mais ça veut dire qu'on est un peu ascète, ermite et puis complètement marginalisé. Et tous ces rapports sociaux sont surtout aussi parfois une belle épine dans le pied. On a besoin de contacts sociaux pour se sentir bien, heureux, épanoui. Même si c'est juste avec quelques personnes dans notre vie, la qualité de nos relations sociales sont les prédicteurs les plus consistants pour notre bien-être mental, physique et émotionnel. C'est-à-dire que nos relations sociales vont avoir en fait un rôle tout aussi important, si ce n'est pas plus, sur notre bonheur que notre travail, notre situation financière et même notre santé. En fait, le sujet du bonheur a beaucoup été étudié. On veut savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux. Il y a même toute une filière, un champ de la psychologie qui est dédié à ça. C'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Et en 1938, il y a une étude de Harvard qui s'appelle The Study of Adult Development qui est considérée comme l'étude la plus étendue qui a suivi en fait pendant 75 ans 724 individus. Okay, 75 ans, 724 individus, les mêmes pendant 75 ans. Et en fait, ce que cette étude a révélé, c'est que les bonnes relations sont les facteurs clés qui importent le plus pour un bonheur durable. Pour citer le psychiatre et le directeur de cette étude de Harvard, qui est le Dr Robert Waldinger, la leçon qui est ressortie de dizaines de milliers de pages de cette recherche est que de bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. Et en fait, depuis cette étude, il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines ou des milliers d'autres études qui confirment ce rapport, ce lien si particulier et cet impact si fort que les liens que les autres ont sur nous, sur notre bien-être. Comme vous l'avez compris, les relations, c'est important. Pourtant, parfois on est complètement largué dans nos dynamiques et nos échanges avec nos amis, nos proches, notre famille, nos collègues. Et la première chose que j'aimerais aborder, c'est la notion de limite. Comment mettre ces limites et les faire respecter? En fait, c'est quoi une limite? Et aussi, comment est-ce que je peux affirmer ma position, mes besoins, sans entrer en conflit avec l'autre? Que ce soit en couple, en famille, au travail, vous allez voir, la technique est la même. Par contre, l'adaptation de cette technique dépend de vous. Donc, une limite, c'est un seuil. C'est un seuil qui démarque ce qui est bon, pas bon, tolérable, intolérable, intime, pas intime, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Une limite, c'est juste ça. C'est un seuil. C'est quelque chose qui délimite, qui démarque. Ça peut être une limite physique, comme par exemple une clôture de jardin, ou bien un territoire, tout simplement. Mais ça peut, et c'est aussi plutôt là le sujet de ce podcast, être des limites émotionnelles, mentales et psychologiques. Et les limites sont d'autant plus importantes que, puisqu'on peut partir un peu du principe que l'on est tous quand même interconnectés, interreliés, on doit aussi protéger notre individualité, notre espace intérieur, notre espace intime. C'est pas parce qu'on est connecté avec les autres que l'on doit accepter qu'ils nous balancent tout, d'accord? Justement, une limite à un moment donné, c'est pour pouvoir aussi protéger son espace intérieur. Donc, premièrement, avant de pouvoir commencer à mettre des limites, il faut être au clair avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ça demande un travail de clarification. Deuxièmement, pour qu'une limite fonctionne, en fait, il faut la communiquer à l'autre. Souvent, on prend une décision de son côté, dorénavant, je ne veux plus ceci ou cela, et en fait, on ne va pas en parler à l'autre, à la première personne concernée. Par exemple, après qu'on se soit frité ou qu'on remarque, voilà, ça y est, maintenant, je ne veux plus que l'on laisse nos affaires traîner tout le temps partout dans la maison, j'ai besoin que les choses soient plus organisées, rangées, donc je prends la décision que dorénavant, ça suffit, ma limite est, je ne veux plus de chenilles partout, mais je la communique pas aux autres personnes avec qui je cohabite. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre ou les autres vont continuer à faire comme ils ont toujours fait, et la personne qui a pris la décision va commencer en fait à s'énerver dans son coin parce que les autres ne font pas comme il ou elle aimerait. Et en fait, ils nous manquent de respect, alors que non. Ils font juste comme ils ont toujours fait, et puis voilà.
Ils ne sont juste pas au courant. Donc, ce qui est en premier important de comprendre, c'est que vos limites, vos besoins, vos préférences ne sont pas nécessairement les mêmes que celles et ceux des autres. Et alors, c'est complètement OK. L'important et le plus important, c'est de se respecter soi-même. Car quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Ça, c'est super important. Mais c'est aussi important de comprendre que, moi, ma préférence et les choses qui sont importantes pour moi ou les choses sur lesquelles je suis sensible peuvent être complètement dérisoires, inimportants pour là où les personnes avec qui je partage ma vie. Mais quand même, si c'est si important que ça pour vous, vous devez par rapport à vous-même soit ajuster vos attentes, soit faire un ajustement pour vous, ou bien dire, écoutez, non, là sur ça, moi c'est un non négociable, je ne vais pas bouger d'un iota, parce que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mes principes, et donc ma limite, c'est ça. Donc je vais entrer dans des exemples pour comprendre vraiment une limite, comment est-ce qu'elle se construit et comment est-ce qu'elle se communique. On prend l'exemple en couple, et voilà, je pense qu'on a tous déjà vécu le truc où on commence à se parler par SMS et tout d'un coup ça part en sucette. On sait tous que ce n'est pas par SMS qu'il faut communiquer sur les sujets importants. C'est au minimum par téléphone et une fois qu'on est calmé, que l'on commence à échanger sur les sujets qui sont hyper importants. Visioconférence, c'est mieux. Face à face, c'est encore mieux. On imagine qu'après la dernière engueulade numérique, vous avez pris la décision que plus jamais vous allez faire ça. Et voilà, vous êtes en train de vous rabibocher. Alors là, la première chose, c'est qu'il faut transformer le « plus jamais je ne veux plus ça » en « je veux quoi à la place ». Vraiment faire ce travail intérieur. On a déjà parlé en fait dans les épisodes dédiés à comment se fixer un objectif, de l'importance de mettre l'attention sur ce que l'on veut et pas mettre l'attention sur ce qu'on ne veut pas. Ça peut vous paraître futile, mais c'est très très important de clarifier, de dire « Ok, moi je veux ça » et mettre l'attention sur ce que je veux et pas sur ce que je ne veux plus. Pourquoi ? Parce que quand je mets l'attention sur un truc, c'est ce qui devient le plus important pour mon cerveau. Et même si c'est pas ce que je veux, en fait, c'est là où il y a l'attention, c'est là ce qui est important, c'est ça ce qui devient connu. Ce que je ne veux plus devient connu. Et si c'est connu, ça veut dire que d'une certaine manière, même si c'est désagréable, c'est sécurisant parce que je connais ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on passe notre vie à focaliser notre attention sur ce qu'on ne veut plus, au bout d'un moment, en fait, on remarque qu'on n'a fait que cultiver ça. Parce que justement, il y a ce pouvoir de où je mets mon attention, c'est ça qui va vraiment être cultivé et se réaliser. C'est pour ça que on peut avoir, par exemple, des personnes qui disent « Ah, mais je veux surtout pas être comme ma mère ou mon père ». Et puis, 20, 30 ans plus tard, j'ai réagi exactement comme ma maman ou mon papa. Pourquoi ? Parce que je me suis jamais posé la question, mais en fait, je veux faire comment ? Et je mets toute mon attention, mon énergie sur ce que j'ai envie de cultiver à la place. C'est la même chose que quand on dit « fais attention si tu fais ça », puis on dit à l'autre « fais attention » parce qu'il risque d'y avoir ça, mais qu'on lui parle que du risque, des choses qu'il ne doit pas faire, du chemin qu'il ne doit pas prendre, et on ne lui présente jamais l'alternative. Ce qu'il faut faire, à un moment donné, l'enfant, l'adolescent, n'a que entendu parler de ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a eu, d'une certaine manière, que ça qui a été valorisé, parce que c'est que de ça qu'on a parlé et discuté. Ok ? Donc voilà, parenthèse finie, je reviens sur cette histoire de couple, SMS, voilà, où vous êtes engueulés, c'est parti en sucette par SMS, et vous décidez plus jamais. D'accord. Ici, on le transforme en ce que vous voulez, et pour cet exemple, en l'occurrence, ce sera une communication qui est saine et constructive. Je veux alimenter une communication qui est constructive, qui est saine, qui est authentique. Donc on imagine, vous communiquez ça, écoute chérie, ou chouchou, aujourd'hui j'ai besoin que l'on communique de manière plus constructive et saine, car quand on se prend la tête par SMS, c'est moche. Bien sûr, l'autre va dire, oui tu as raison, je suis d'accord, il faut qu'on change, en principe. Ou peut-être qu'ils vont dire, ouais, d'accord, mais c'est pas grave. Ça peut être aussi des différences. On peut remarquer que pour certaines personnes, en fait, s'engueuler par SMS ou comme ça, c'est pas si important, c'est pas si grave. Ils ont un rapport avec l'engueulade, avec les prises de tête qui est différent. C'est toutes les couleurs et différences individuelles que l'on peut avoir, que l'on peut trouver, qui sont belles, mais néanmoins, si pour vous, c'est vraiment important d'avoir au maximum une communication qui peut se faire de manière, plus équilibrée,
Vous avez le droit aussi de dire, ok, mais moi j'ai besoin d'autre chose. Bref, on reste dans l'hypothèse que l'autre est tout à fait d'accord, il faut qu'on améliore notre communication. Parfait. Quand il y a un accord, c'est là qu'il faut mettre la limite, il faut annoncer sa limite. Parce que la situation où vous allez potentiellement commencer à vous reprendre la tête par SMS, elle va se représenter. Et à ce moment-là, il va falloir renforcer votre limite. Et la limite, c'est si la situation problématique se présente, je vais faire une action. D'accord ? C'est super important. Une limite, c'est par rapport à notre réaction, à ce que moi je vais faire, à ce que vous allez faire, pas à ce que l'autre doit faire si la situation se représente. Parce que vous ne pouvez contrôler que ce que vous faites. Le piège, c'est de tomber dans l'explication de comment on aimerait que l'autre se comporte. Et personne n'aime qu'on lui dise comment faire, quoi faire et comment se comporter. Donc quand vous mettez une limite, quand vous décidez et que vous annoncez que vous la communiquez, vous communiquez par rapport à ce que vous allez faire. Pas par rapport à vos attentes de comment l'autre doit réagir. Donc on continue avec cet exemple de discussion du couple. Vient la prochaine engueulade et les habitudes reprennent le dessus. À ce moment-là, vous coupez court. Vous pouvez écrire « Écoute, on est en train de repartir dans nos anciens schémas. Je te propose qu'on s'appelle pour en parler de vive voix ou qu'on reprenne cette discussion dans quelques heures. » Et je coupe. Là, la personne, elle peut partir en sucette. Elle peut dire « Non, c'est maintenant que l'on doit parler, ne t'échappe pas, tu évites la conversation. » Et là, on peut avoir en fait toutes les stratégies qui sont déployées pour justement essayer de maintenir cette dynamique. Vous pouvez dire, et là, à nouveau, vous pouvez renforcer. Ok, on continue de parler, mais pas comme ça. Si tu continues à me parler sur ce ton, à m'insulter, je vais arrêter de répondre. Je vais éteindre mon téléphone. Et je le rallumerai dans X temps. Et peut-être que quand vous le rallumez dans X temps, vous avez une inondation de centaines de messages, d'appels manqués, etc. Là, je vous invite à tout de suite effacer, pour annuler. Dire, écoute, je n'ai pas lu tes messages, je refuse de les lire, point. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'ensuite, en fait, il faut tenir sa posture et il faut être stable, car l'autre va aller contre. Il va pas aimer, en fait, cette différence, cette nouvelle manière de faire. C'est différent, j'aime pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de déstabiliser. Et s'il sent de l'instabilité, il va vouloir faire bouger pour que le schéma, pour que l'habitude, elle revienne. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en changeant votre réponse, votre manière de réagir, votre dynamique, vous obligez la relation à évoluer. Et elle peut aller dans deux sens. Soit mieux, car l'autre prend cette opportunité pour grandir, soit la relation, elle va se dissoudre, se dissiper pendant quelque temps parce que l'autre décide de partir. Donc effectivement, quand on parle de mettre une limite, souvent il y a un peu cette réaction de « Ouais, mais si je mets une limite, voilà, ça... » Eh ben oui, en fait, oui. En mettant une limite, vous prenez le risque que, hop, certaines relations ne puissent plus continuer. Et c'est là où justement il faut être clair par rapport à ce qui est important pour vous. Et ce que vous voulez mettre en priorité dans votre vie. Et si c'est votre épanouissement, votre santé, il y a un moment donné, il faut devenir aussi les gardiens de ça. Parce que le bien-être, l'épanouissement, la sérénité, la paix intérieure, ça s'entretient. Donc là, dans cet exemple-là, c'était le cas où il y a un intérêt commun entre deux personnes. On va avoir une communication saine entre deux personnes. Mais il y a des cas où il n'y a pas un intérêt commun et que c'est vraiment le comportement de l'autre qui vous agace. Alors la technique est la même, la mise en pratique, elle, par contre, elle est encore un peu plus intense. Par exemple, les relations avec la belle famille. Alors là, je vais vous partager un petit peu, quelque chose que j'ai vécu il y a 5 ans. Chaque famille a sa culture. Et donc, dans ma famille, moi, je suis née et j'ai grandi en Suisse, mais je suis aussi à moitié italienne et à moitié américaine. Bon, ces jours, je dis que je suis à moitié canadienne parce que, étant donné le président que l'on s'est chopé, voilà, je préfère m'associer aux Canadiens qu'aux Américains. Mais voilà, j'ai grandi en fait avec 3 nationalités et 3 cultures différentes. Et pour les contraster, on a la culture suisse qui est très distante, qui aime que les choses soient cadrées, posées, et qui par exemple, par respect, va éviter
de s'approcher des gens quand ils savent qu'ils vivent une période difficile parce qu'ils veulent les laisser tranquilles et puis qu'ils comprennent qu'ils ont peut-être besoin d'être dans leur intimité, de rester seuls. Donc ils sont pas du tout envahissants les Suisses, et puis pour des non-Suisses, ça peut passer pour de la froideur. Je caricature, bien sûr, mais c'est quand même des dynamiques qui sont assez présentes. Dans la culture américaine, alors là, on est dans quelque chose de très exubérant, de très chaud, de très affectueux, mais en fait, c'est assez superficiel et parfois, c'est carrément faux cul. Et en fait, ils évitent de parler des problèmes, des sujets difficiles, parce qu'ils préfèrent garder cette image très... I love it, oh my gosh, welcome, it's so great to see you, ba. Et puis en fait, au fond, ils sont là genre, je suis vraiment pas d'accord avec certains trucs que t'as fait, mais je vais jamais te le dire en face. C'est des maîtres de l'agressivité passive, vous savez, le petit commentaire le commentaire lui-même, il est neutre, mais la manière dont c'est amené et tout ce qui est transmis avec ce commentaire, vous vous dites, oula, je suis en train de me faire agresser, ou qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation. Puis ensuite, on a la culture italienne, qui, elle, grosso modo, dans les familles, en fait, ils ne comprennent pas le concept d'un espace intime. Pas de leur faute, c'est juste que c'est comme ça. Allez, tout le monde vit ensemble, voilà. Il y a vraiment c'est open bar pour tout le monde. Et puis, par exemple, quand on ne répond pas à la porte, parce que soit on n'est pas là, ou que tout simplement on n'a pas envie de voir quelqu'un, on n'a pas envie de répondre à la porte, c'est pas improbable que les Italiens, ils vont du coup utiliser leur clé pour votre maison, la clé qui est pour les urgences, pour entrer, voir si vous êtes là, vu que vous avez juste pas entendu quelqu'un qui frappait à la porte, ou bien voir ce qui se passe, regarder autour, déposer leur petit paquet, vous faire un petit mot, puis peut-être vous rappeler derrière et dire « tiens, je suis passée chez toi, t'étais pas là, t'étais où ?» Donc, chaque culture a en fait ses règles qui en fait vont dynamiser et rythmer les interactions. Et en fait, on peut aussi parler de culture dans le monde professionnel, les cultures d'entreprise, par exemple. Maintenant, la question c'est comment faire quand les règles d'une culture interfèrent avec notre bien-être. Là, on est d'accord que je reste sur des sujets du quotidien en Occident et pas dans d'autres régions du monde où c'est moins souple. Dans les pays occidentalisés, il y a plus de souplesse et de liberté pour son individualité, d'accord ? On est quand même dans un mouvement, on est de plus en plus dans une ouverture de « ok, l'autre », beaucoup de gens ils travaillent sur eux, on est quand même sur des schémas qui sont différents. Il y a d'autres régions du monde, dans d'autres pays, si vous voulez rester en vie, mais vous fermez votre bouche, vous parlez pas, d'accord ? Je vais pas les citer, mais il est clair qu'il y a des pays où la situation politique, socio-culturelle est telle que vous avez meilleur temps juste de la jouer discret, Voilà. Bon, je reviens sur le sujet de la belle famille. Donc, mon mari est à 100% italien, et lui n'a connu que les dynamiques et interactions 100% italiennes. Et moi, non. Moi, j'avais vraiment ces 3 cultures différentes. Et puis, dans ma famille, en fait, on a réussi à prendre un peu le meilleur selon nos critères, bien sûr, à nous, de chaque culture. Et on les a mis ensemble. Et puis voilà, on a notre propre petit écosystème. Et super, moi, j'étais contente. Quand on a commencé à vivre ensemble, avec mon mari, avant qu'on soit mariés, ses parents voulaient venir nous visiter. Souvent. Et au passage, ses parents sont hyper cool, Je n'ai pas un problème avec eux, ce sont des anges, je les adore, vraiment. Mais quand je dis venir nous visiter, c'est venir 2-3 jours à la maison, H24. Et on doit passer toutes nos journées avec. Au début de notre relation, moi j'étais en plein ok, je suis entrepreneuse, j'essaie de monter ma propre entreprise, j'ai des formations continues le week-end. J'étais à fond sur mes trucs. C'est clair que j'avais moins d'espace pour le côté très spontané et italien, l'appel des beaux-parents qui disent en début de semaine « est-ce que c'est possible de venir vous voir ce week-end ?» Alors bien sûr, ça va 1 fois, 2 fois. Mais la première année où on a habité ensemble, ça s'est passé 13 fois. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai dû mettre ma limite. Car je me suis dit, mais là, si je fais pas quelque chose maintenant, ça va juste s'empirer. Et le jour où on a des enfants, c'est bon quoi, ils vont venir camper chez nous. Donc j'ai dit à Gianni, bon, tu dis à tes parents qu'il faut qu'ils nous préviennent à l'avance. 3 semaines à l'avance pour que moi je puisse bouger et organiser mes choses. Et s'ils ne font pas 3 semaines à l'avance, pour moi, c'est non, ils ne viennent pas. Par contre, si toi tu acceptes qu'ils viennent, je vais travailler et je les vois les soirs pour manger. Point.
Alors là, déjà, avec le mari, c'était tout un truc, mais comment ça, ma culture, et là. Donc, il a vraiment fallu expliquer, en fait, les choses et dire non, ce n'est pas un rejet contre tes parents, c'est juste, regarde bien notre vie, notre dynamique, qu'est-ce qui est en train de se passer là, aujourd'hui, pour nous. Et même si j'adore voir tes parents, le fait est que quand je les vois comme ça, à l'improviste, ça crée et ça génère plus chez moi du stress. Et là, en ce moment, j'ai pas la place pour plus de stress. Donc, pour éviter ça, on va devoir commencer à s'organiser différemment. Cette discussion a duré quelques semaines quand même, il a fallu faire passer le message. Ensuite, une fois que le message est passé, j'ai eu droit aux larmes et aux drames de la part de la belle-mère. Mais alors on fait comment ? J'ai envie de dire, vous apprenez à anticiper, à vous organiser. Oui, mais on aime être spontané, vous nous manquez. Je dis, oui, vous aussi, vous nous manquez. Mais je préfère vous voir qu'on s'est organisé, que je suis disponible mentalement et qu'on peut faire en fait des choses ensemble et profiter. Et là, bien sûr, la belle-mère, parce que bien sûr, quand on commence à expliquer, c'est normal que l'autre ne va pas forcément voir la situation de la même manière. Rappelez que le contexte, il est toujours neutre et c'est comment nous on l'interprète. Et on n'a pas la même interprétation de la situation. Donc justement, ma belle-mère, là, elle me fait « Mais c'est pas grave si tu n'es pas disponible, on comprend que tu dois travailler, justement, on vient pour vous aider, vous avez l'air fatigué, nous on reste dans le salon, on fait à manger, on s'occupe de vous et ça vous fait des vacances !» Dans cette situation-là, ça partait d'un bon sentiment. Souvent, c'est le cas et je pense que c'est hyper important de se le rappeler. En fait, et pour citer Xavier Rioux, que vous avez déjà eu sur le podcast, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et souvent, les autres, en fait, ils font des choses qui certes peuvent nous énerver, mais c'est pas forcément d'une mauvaise intention. C'est rare d'avoir vraiment des personnes qui sont intrinsèquement méchantes et qui font des choses vraiment pour vous heurter, même si vous croyez non, il fait vraiment ça pour me provoquer. Non, souvent, c'est vraiment, on fait du mieux qu'on peut et on n'a pas forcément conscience que nos actes, nos actions peuvent, pour l'autre, être interprétés d'une manière qui ne leur convient pas. Et là, c'était typiquement ce qui était en train de se passer, en fait, avec ma belle-mère. Qui, elle, ça partait d'un bon sentiment, elle voulait, nous rendre service, nous décharger, nous faire plaisir et prendre soin de nous. Et là, de nouveau, il faut réaffirmer sa limite. Et dire non, je n'aime pas travailler comme ça. Mais pourquoi ? Et justement, c'est là où ça demande d'être vraiment au clair avec ce qui est important. Parce que dans ces moments-là, surtout quand c'est avec des personnes que l'on apprécie, que fondamentalement on aime et qui sont importantes dans notre vie, quand on voit que l'autre est confus, ne comprend pas, et puis qui devient même émotionnellement c'est difficile pour eux, notre empathie naturelle va vouloir prendre le dessus, c'est clair. Et là justement c'est wow, ok, je mets en pratique vraiment mes valeurs, mes priorités. Et on explique avec beaucoup de douceur, autant de douceur que l'on peut, mais tout en restant ferme, que là pour moi c'était, ce que j'ai dit c'est que c'est pas ma préférence, et que là en ce moment dans ma vie, je choisis d'avoir une certaine structure pour maintenir un équilibre personnel et professionnel, et que là je ne vais pas mettre en péril cet équilibre parce que vous n'arrivez pas à vous organiser. Et oui, c'est dur de dire ça. Et oui, pour ma belle-mère, ça lui a fait comme une espèce de claque parce qu'elle s'est dit non mais wow, pourquoi elle m'agresse, pourquoi elle est en train de... Voilà, bien sûr, mais je me suis désolidarisée de ça parce que le message, et je le répétais en continu et en boucle, j'ai envie de vous voir, j'ai envie qu'on ait une vraie relation, mais j'ai besoin que ce soit organisé. Et donc de nouveau, je réinsiste sur le fait d'être très au clair avec ce qui est important dans votre vie, quelles sont les valeurs qui sont importantes dans votre vie. Parce que quand on met une limite, que l'on s'infirme, on doit savoir pourquoi on le fait et surtout être à 2000% convaincu que c'est juste. Et aussi, on doit faire confiance qu'en respectant notre ligne, en restant aligné, ça ne veut pas dire que vous devenez ou que je deviens une mauvaise personne, même si l'autre en face peut se vexer, se sentir mal. En fait, ça demande d'être OK avec ça. D'être OK avec le fait que, peut-être au début, ça va être compliqué. Parce que ça va demander justement d'avoir un réajustement. Moi, ça ne m'a pas fait plaisir de voir ma belle-mère devenir ultra émotive. Mais je suis quand même restée ferme. Et j'ai répété, à nouveau, j'aime vous voir, ce n'est pas contre vous, mais j'ai d'autres choses dans ma vie et d'autres priorités. Et pour que tout fonctionne, voici ce dont j'ai besoin. Et voici ce que je fais pour répondre à mes besoins. Et bien sûr, j'avais conscience qu'elle était en train d'interpréter ça d'autres manières, qu'elle était en train de se créer en fait des sous-entendus.
mais je le lui rendais. Ça lui appartient. Moi, je restais au clair. Je demande juste à ce qu'on s'organise mieux parce que j'ai envie qu'on ait une vraie relation saine et soudée et pas une relation où on se frustre mutuellement sur des années et on commence à se juger. C'est important, quand vous vous affirmez que vous mettez une limite, de vous désolidariser de la réaction et de l'interprétation de l'autre. Ça lui appartient. Typiquement, là, ma belle-mère, elle est rentrée dans des schémas, des blessures de son fils lui manque, qu'elle avait l'impression qu'elle était en train de le perdre, et qu'en plus de ça, sa nouvelle femme est en train de la rejeter. Et du coup, elle est plus personne, et puis etc., etc. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Depuis, quand même, parce qu'il faut quand même que je vous donne l'après de cette histoire. On se voit 7 à 8 fois par année, des week-ends et parfois des semaines. Et surtout, et c'est ça ce qui est tellement important, c'est qu'on a une relation authentique. On peut se dire beaucoup de choses. Et en fait, il y a cette transparence qui est autorisée car il n'y a pas de frustration qui marine depuis 5 ans. Et vraiment, c'est ça ce qu'il faut voir avec la limite. Quand on la pose, et surtout si elle n'a pas été faite depuis le début, l'autre va réagir et ça ne va pas forcément être agréable. Mais je répète, c'est ok. C'est pas parce qu'il y a une réaction au début négative que la démarche n'est pas en fait positive et constructive et que ça ne va pas s'arranger. Au contraire. Quand je mets une limite, c'est avant tout un acte d'amour envers moi-même. Et aussi envers l'autre indirectement. Si pour avoir l'autre dans ma vie, je suis en train de me manquer de respect, sur le long terme, c'est bof. Et sur le long terme, vous n'êtes pas en train de créer des relations de qualité. D'accord ? Donc, j'espère que je suis en train de vous réconcilier avec la notion de « Ok, je mets une limite, je suis au clair avec ce que je veux, je la communique, j'accepte le fait qu'au début, peut-être que ça va être problématique, désagréable, et puis que l'autre va avoir besoin d'un temps d'adaptation, mais je reste ferme. Et ensuite, j'accueille le nouveau, ce qui peut se passer. Et je suis au clair avec le fait que l'autre peut aussi choisir de ne plus vouloir être en contact avec moi parce que ça ne l'intéresse pas, du coup, d'avoir des relations qui sont plus, à mon sens, matures et saines. Et ça, c'est ok. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, en fait, comment interagir d'un point de vue plus mature et qui ne sont pas intéressés à le faire. Si vous-même, vous êtes dans une démarche de développement personnel, dans une démarche de travail sur soi, il va y avoir des moments où vous allez remarquer que, en fait, il y a certaines personnes, c'est comme si je suis juste plus sur la même fréquence. Ça ne veut pas dire que vous devez les juger, ça ne veut pas dire que vous devez tout d'un coup entrer dans une forme d'élitisme parce que vous avez fait du travail sur vous et l'autre non. Ok, l'autre mérite tout de même votre respect, etc. Mais il y a un moment donné, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer dans son chemin intérieur, on ne peut pas avoir parfois tout le temps les mêmes compagnons de route. Donc, pour récapituler la structure de la limite que vous pouvez mettre pour n'importe quelle situation, vous êtes au clair sur ce que vous ne voulez plus et vous avez défini ce que vous voulez, vous communiquez cela, vous dites que dans le cas où la situation problématique se présente, vous allez faire quoi et c'est vous qui le faites. Et, 4e point, super important, si cela se passe, vous le faites. Parce que si vous donnez tout un discours, mais après vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous allez faire, déjà vous ne vous honorez pas vous-même, mais aussi par rapport à l'autre, en fait, voilà, il parle, il dit, mais il fait rien, d'accord ? Plus vous allez faire ça, plus ça devient normal et plus vous allez pouvoir le faire avec beaucoup de bienveillance et d'humour. Mettre une limite ne veut pas dire que vous devenez psychorigide, égoïste et que vous voulez que les gens fassent comme vous voulez, C'est vraiment en fait d'avoir certaines limites qui sont en place pour protéger votre espace intérieur. C'est là aussi où la règle de 3 peut être hyper intéressante. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il y a un épisode qui est dédié que à ça qui s'appelle la règle de 3 et qui permet justement de nuancer pour savoir ok, quand est-ce que maintenant je dis quelque chose, quand est-ce que maintenant je mets une limite. D'accord ? Parfois on oublie, comme j'ai dit au début, que pour maintenir son bien-être intérieur, il faut l'entretenir, être une sorte de gardien pour soi. Il y a des choses que vous acceptez, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Ce n'est pas contre l'autre, c'est juste vous. Et l'autre, après, a le choix, comme j'ai dit, d'accepter ou bien de se désengager. Vous n'avez pas le contrôle sur comment l'autre personne va réagir.
Bien sûr, on est d'accord que vous augmentez les probabilités que cela se passe bien si vous-même vous êtes calme et dans une posture intérieure sereine et bienveillante. C'est clair que si je mets une limite et puis je suis hyper agressive et en colère et puis frustrée et puis j'en ai ras-le-bol, ce que je vais générer chez l'autre, ça va pas être des sentiments de paix, d'accueil, de bienveillance et d'acceptation. Je vais se dire, mais c'est quoi son problème ? Mais même en étant vous-même serein, constructif, en parlant de manière positive et posée, soyez conscient et complètement ouvert à la possibilité et la probabilité que l'autre peut partir en sucette. Être trop blessé pour pouvoir discuter clairement. C'est ok, c'est une étape. Mais faites confiance que si votre relation elle est aussi importante pour l'autre, hop, ça va revenir. Et que vous êtes juste en train d'apprendre en fait à comment interagir les uns avec les autres. Bon, j'arrive gentiment à la fin pour cet épisode qui est un peu plus long, mais ma foi, voilà, il y a certains épisodes qui prennent plus de temps, d'autres qui prennent moins de temps. Si vous avez de la peine à assumer vos propres besoins et que vous êtes un peu pris dans un schéma où les besoins des autres sont plus importants, en fait, je vous invite à faire une introspection et à vous poser les questions suivantes. À juste, en fait, laisser résonner la question et puis juste accueillir la réponse qui peut venir, même si c'est une réponse qui n'est pas forcément agréable ou que vous allez vraiment dire « Ah waouh, elle est géniale cette réponse, j'adore ce que ça en dit sur moi. » Parce que souvent, en fait, dans le travail sur soi, on est plus face en fait, à tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche, tous nos travers que « Waouh, je suis fantastique !» Généralement. Mais bon, on a des belles surprises aussi. Donc, les questions, c'est « Qu'est-ce qui génère chez moi le sentiment d'inimportance ? Quand est-ce que ça a commencé ? Quelle est ma croyance par rapport au bien-être des autres ? Est-ce que je me sens obligée de devoir tout le temps être gentille et faire plaisir ? Si j'entendais ces réponses venir de la bouche de mon ou ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui répondrais instinctivement ? Donc avec ça, moi je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, Facebook, entre amis, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Si vous avez envie de commencer une démarche de coaching, sachez que moi je fais des coachings en ligne via Skype, Zoom, FaceTime, WhatsApp. Et donc vous avez toutes ces informations sur le site que vous avez en note de podcast. Et aussi, si vous êtes intéressé à commencer le programme d'auto-coaching en ligne en groupe sur 3 mois, je suis heureuse de vous annoncer que ce programme va continuer parce que là je suis en train de terminer le 3e mois avec la première équipe qui était le test pilote. Et ça a l'air d'être assez cool, donc on va continuer. Donc si vous-même ça vous intéresse, n'hésitez pas en fait à m'envoyer un message pour qu'on prenne contact et qu'on commence à organiser tout cela. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre écoute, prenez super soin de vous et puis à la semaine prochaine.